Conducteur en équilibre. Définition d'un conducteur. Un conducteur est un corps à l'intérieur duquel les charges peuvent se déplacer. Conducteur en équilibre électrostatique. Un conducteur est en équilibre électrostatique, c'est toutes les charges libres sont immobiles, donc ils sont au repos, ils ne se déplacent pas. Propriété des conducteurs en équilibre électrostatique. Première propriété, le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. Démonstration, du fait que le conducteur est en équilibre, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. La force qui s'applique sur la charge est la force électrique. La force électrique, elle est égale à la charge fois le champ électrique. Du fait que le conducteur est en équilibre, ça veut dire que FE égale à 0. Du fait que FE égale à 0, par identification, on aura le champ électrique intérieur égal à 0. Deuxième propriété. Un conducteur en équilibre électrostatique forme un volume équipotentiel. Démonstration. On démarre de l'expression dV égale moins E intérieur scalaire dl. Du fait que le champ à l'intérieur du conducteur est égal à 0, ça veut dire que la différence de potentiel dV est égale à 0. Donc, dV égale à 0 implique que V est une constante. Si on prend un conducteur, la position 1, elle est au potentiel V1. La position 2, elle est au potentiel V2. Considère un déplacement de la position 1 vers la position 2. Du fait que le champ électrique est égal à 0, ça veut dire que dV égale à 0. Donc, V1 va être égal à V2. En tout point à l'intérieur du conducteur, on aura le même potentiel. Donc, V est une constante. Troisième propriété. La charge est nulle en tout point à l'intérieur d'un conducteur. Démonstration. À partir du théorème de Gauss, on sait que le flux est égal à l'intégrale double à travers S de Gauss du produit scalaire E intérieur ds. ds est le vecteur surface perpendiculaire à la surface de Gauss. Le flux est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0, selon le théorème de Gauss. Le fait que le champ est égal à 0 à l'intérieur du conducteur, par identification, on aura le flux qui est égal à 0, donc Q intérieur égale à 0. Donc à l'intérieur du conducteur, pas de charge. Conclusion, si un conducteur est chargé, les charges sont localisées sur la surface externe du conducteur. Quatrième propriété. Pour un conducteur chargé en surface, le champ électrique extérieur est perpendiculaire à la surface du conducteur chargé. On utilise la relation dV égale moins E extérieur scalaire dl. Du fait que le conducteur forme un volume équipotentiel, donc V est une constante, donc dV va être égal à 0. Du fait que dV égale à 0, ça veut dire que E extérieur est perpendiculaire à dl. Donc on va avoir un E extérieur qui est perpendiculaire à la surface du conducteur. Ce champ extérieur, il est créé par la charge. On va résumer les propriétés. Pour un conducteur non chargé, à l'intérieur, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de champ, et le potentiel est constant en tout point. Du fait qu'ici, il n'y a pas de charge, donc le potentiel va être égal à 0. Prenons un conducteur qui est chargé, par exemple positivement. La charge, elle est nulle à l'intérieur, le champ, il est nul à l'intérieur, V est une constante. Et le champ créé est perpendiculaire à la surface externe du conducteur. Donc, E extérieur est perpendiculaire à la surface externe du conducteur.
Trouvons maintenant l'expression du champ au voisinage près de la surface d'un conducteur chargé. On démarre du théorème de Gauss, le flux est égal à l'intégrale double à travers la surface de Gauss du produit scalaire EDS, qui est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. On prend un conducteur chargé positivement. On choisit une surface de Gauss qui est un cylindre, formé par la base S1 et la base S2 et la surface latérale. Si on calcule le flux, ça va être le flux à travers la base S1 plus le flux à travers la base S2. Le flux à travers la surface latérale est nul. Donc, ici, pour la première expression, on va avoir égal à 0 du fait que E à l'intérieur d'un conducteur est nul. Donc, il nous reste à calculer le flux à travers la base S2. Donc, le flux est égal à l'intégrale double du produit scalaire du champ électrique extérieur avec ds. Et c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est la charge à l'intérieur du cylindre de Gauss. Donc, c'est la charge assurée ici. Elle est égale à la densité surfacique fois la surface du cylindre de base. Donc, on remplace l'expression Q intérieur dans le flux pour calculer le champ extérieur. On aura le flux égal à l'intégrale double de produit scalaire E extérieur ds. Évidemment, c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champ électrique extérieur est perpendiculaire à la surface. Ceci implique que le champ électrique est parallèle à ds. Il va simplifier l'intégrale. On aura le flux est égal à E extérieur fois l'intégrale double de toutes les surfaces ds. C'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est égal à sigma fois S. Donc, on se retrouve avec E extérieur fois S, qui est égal à sigma fois S divisé par epsilon 0. On simplifie. On retrouve l'expression du champ électrique extérieur qui est donnée par sigma sur epsilon 0. Si on veut écrire le champ électrique sous forme vectorielle, on écrit champ électrique extérieur est égal à sigma sur epsilon 0 n, tel que n est un vecteur unitaire perpendiculaire à la surface du conducteur. Donc, le champ électrique est parallèle à n. Traçons maintenant la courbe du champ électrique en fonction de la distance. À l'intérieur du conducteur, on a le champ électrique égal à 0. À l'extérieur du conducteur, on a un champ constant qui est égal à sigma sur epsilon 0. Dans la couche superficielle de densité sigma, le champ varie linéairement. Il y va de 0 jusqu'à sigma sur epsilon 0. Maintenant, calculons la pression électrostatique. La charge élémentaire dQ d'un conducteur chargé subit une force de répulsion de la part des autres charges. Cette force, elle est donnée par dF égale à dQ fois E. Tel que E, le champ électrique, est égal à sigma sur 2 epsilon 0 n, la forme vectorielle. L'expression sigma sur 2 epsilon 0 est l'expression du champ moyen qui s'applique sur la charge dQ. Donc, le champ moyen qui s'applique sur la charge dQ qui est ici. On a une charge dQ. Elle subit une force de répulsion de la part de toutes les charges du conducteur. dQ est égal à sigma ds. Par définition, dQ est égal à sigma fois ds. On écrit alors la force dF est égale à sigma ds fois sigma sur 2 epsilon 0, qui est l'expression du champ moyen qui s'applique sur la charge dQ.
L'expression de la force. Maintenant, la forme scalaire, elle est égale à sigma au carré sur 2 epsilon 0 fois ds. Pour calculer la pression, on divise la force sur la surface. Donc df sur ds va être égal à sigma au carré sur 2 epsilon 0. On retrouve l'expression de la pression électrostatique qui est donnée par sigma au carré sur 2 epsilon 0. Passons maintenant à la notion de pouvoir de pointe. Donc, on sait que la densité de charge superficielle est élevée dans les régions de faible rayon de courbure. Prenons un exemple. On considère deux conducteurs sphériques de rayon R1 et R2, tels que R1 est supérieur à R2. Ces deux sphères sont liées par un fil conducteur. La sphère de rayon R1 a une densité surfacique sigma 1, la sphère de rayon R2 a une densité surfacique sigma 2. On prend deux sphères chargées positivement. Du fait que le potentiel de la première sphère n'est pas égal au potentiel de la deuxième sphère, il va avoir un déplacement de charge. Le déplacement de charge s'arrête dès que le potentiel de la première sphère est égal au potentiel de la deuxième sphère. Donc, V1 va être égal à V2. Le potentiel de la sphère est égal à KQ sur R1. Donc, on aura V1 est égal à KQ1 sur R1, V2 égal à KQ2 sur R2. On va égaler les deux expressions. Sachant que Q1 égale à sigma 1 fois S1. S1 est la surface de la sphère. S1 est égal à 4pi R1 au carré. Q2 est égal à sigma 2 fois S2. Donc on aura Q2 égal à sigma 2 fois 4pi R2 au carré. En égalant les deux potentiels, on se retrouve avec l'expression sigma 1 fois R1 égale à sigma 2 fois R2. Sachant que R1 est supérieur à R2, donc sigma 1 est inférieur à sigma 2. Donc la sphère ayant le rayon R2 a une densité surfacique supérieure à la sphère de rayon R1 qui a une densité surfacique sigma 1. Donc sigma 2 est supérieur à sigma 1 du fait que R2 est inférieur à R1. Ceci va nous impliquer que le champ électrique est très intense à l'extrémité d'une pointe. Démonstration, au voisinage de S1, on a E1 égale à sigma 1 sur epsilon 0. Au voisinage de S2, c'est-à-dire la sphère S2, on a E2 qui est égal à sigma 2 sur epsilon 0. Du fait que sigma 1 est inférieur à sigma 2, ça veut dire que E2 est plus intense que E1. Donc le champ au voisinage de la deuxième sphère est plus intense que le champ au voisinage de la première sphère. Donc ceci implique qu'on aura ici le champ au voisinage d'une pointe est plus important que les autres champs, du fait que la densité, elle est plus importante autour de la pointe. Maintenant, passons à la capacité propre d'un conducteur seul dans l'espace. On définit la capacité propre d'un conducteur seul dans l'espace par la relation C égale à Q sur V. C est la capacité, Q est la charge du conducteur, V est le potentiel du conducteur. L'unité est le farad, symbole F. On peut aussi écrire que Q égale à CV. Remarque, la capacité C d'un conducteur est une grandeur positive. Un farad est une valeur très grande. Exemple, calculons la capacité d'un conducteur sphérique. Trouvons d'abord le potentiel. On a V est égal à KQ sur R. R est le rayon de la sphère. Q va être égal à R sur K fois V. Sachant que Q égale à CV, donc on aura R sur K est égal à C. Donc C est égal à R sur K. Sachant que K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, on aura C est égal à 4pi epsilon 0 fois R. Dans le cas de la Terre, on sait que le rayon est égal à 6400 puissance 3 mètres. Calculons sa capacité. Ça va être égal à RT sur K. Donc, ça va être égal à RT fois 4pi epsilon 0. Le calcul donne 710 10 puissance moins 6 farad.
Donc 710 microfarads. 1 microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad. 1 nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. 1 picofarad, c'est 10 puissance moins 12 farad. Passons maintenant à l'expression de l'énergie interne d'un conducteur seul dans l'espace. À chaque instant qu'on charge le conducteur, on apporte une charge dQ de l'infini et la charge du conducteur va être égale à la somme de toutes les charges apportées. Et le potentiel du conducteur va être égal à Q sur C. C est la capacité du conducteur. C est une constante. Pour calculer l'énergie interne du conducteur, il faut d'abord calculer l'énergie potentielle. Par définition, l'énergie interne est le travail qu'il faut fournir pour charger le conducteur. Calculons d'abord l'énergie potentielle. Sachant que l'énergie potentielle dU est égale à la charge dQ fois le potentiel V. V est égal à Q sur C. Donc on aura l'énergie potentielle de la charge dQ, elle est égale à dQ fois Q sur C. Calculons maintenant l'énergie interne. L'énergie interne, elle est égale à la somme de toutes les énergies, dU. Donc c'est la somme de dQ, Q sur C, et on fait l'intégrale sur dQ. Et la charge dQ va varier de la charge 0 jusqu'à la charge finale grand Q. C est une constante, on la fait sortir de l'intégrale. On aura l'énergie interne est égale à 1 sur C, intégrale de Q dQ de 0 jusqu'à Q. L'intégrale de Q dQ est égale à Q2 sur 2. Donc, on aura U est égal à 1 demi de Q au carré divisé par C. Sachant que Q égale à CV, on peut écrire U égale 1 demi de Q2 sur C, ou 1 demi de CV au carré, ou 1 demi de QV. Passons maintenant au phénomène de l'influence. Avant d'aborder le phénomène d'influence, étudions le cas suivant. Prenons un conducteur en équilibre, un conducteur isolé et neutre. Voilà votre conducteur, la charge est égale à 0, donc automatiquement le potentiel est égal à 0. Du fait que le conducteur il est neutre, donc la charge positive plus la charge négative, elle est égale à 0. Il a aussi les propriétés suivantes. À l'intérieur du conducteur, il n'y a pas de champ. Du fait qu'il n'est pas chargé, donc le champ extérieur est égal à 0. Appliquant un champ extérieur sur le conducteur. Si on applique un champ extérieur sur le conducteur, les charges libres vont se déplacer. Si on prend un conducteur métallique, ce sont les charges, ce sont les électrons qui vont se déplacer, ce sont les électrons libres qui vont se déplacer. Donc les électrons vont se déplacer dans le sens inverse du champ électrique extérieur. Donc le champ va être, donc les électrons vont aller au sens contraire du champ. Donc les électrons vont être dans cette face. Et du fait que la charge du conducteur elle est nulle, il va avoir les charges positives de l'autre côté. On a une séparation de charges. De ce côté-là, il y a les charges négatives. De ce côté-là, il y a les charges positives. À l'intérieur du conducteur, il va se créer un champ électrique induit qui va de la charge positive vers la charge négative. Le déplacement de charge va s'arrêter dès que le module du champ électrique extérieur va être égal au module du champ électrique induit. Donc ici, on répète, il apparaît de part et d'autre du conducteur des charges positives et négatives de quantité égale. Un nouveau champ électrique est créé, on le note E induit. À l'équilibre, à l'arrêt du déplacement de charge, on aura E induit en valeur absolue égale à E extérieur en valeur absolue. De telle façon à ce qu'à l'intérieur du conducteur, il y a un champ électrique E qui est égal à E extérieur plus E induit. À l'équilibre, ça va être égal à 0. À l'intérieur du conducteur, le champ est égal à 0. Un nouveau équilibre est atteint par le conducteur. Donc, et on aura
une séparation de charge ici. Donc, il y aura sur une face une charge négative, sur une face, il y aura des charges positives. Donc, on aura un conducteur dans un état polarisé. Maintenant, phénomène d'influence. L'influence est l'effet d'un conducteur sur un autre. Prenons un cas. Considérons un conducteur A chargé positivement et un conducteur B neutre. On a QA positif et QB égale à 0. À une distance infinie l'un de l'autre, il n'y a pas d'influence entre le A et le B. Il n'y a pas de modification de charge sur le A. Il n'y a pas de modification dans la distribution de charge sur le B et sur le A en même temps. On rapproche les deux conducteurs B et A. Si on rapproche les deux conducteurs B et le A, on va voir que les charges positives de A vont attirer les charges négatives de B. Lignes de champ qui sortent de la charge positive de A vont arriver sur le conducteur B. On remarque aussi que ce n'est pas toutes les lignes de champ qui sortent de A qui arrivent sur B. Donc, on a ici ce qu'on appelle une influence partielle. On remarque aussi qu'on a une redistribution de charge sur le A et sur le B. Donc, il y a une redistribution de charge sur le conducteur A et sur le conducteur B. Il y a une condensation de charge sur cette face, positif. Il y a une condensation de charge négative sur cette face. Mais il n'y a pas de changement dans la valeur de la charge sur les deux conducteurs. Donc, on aura toujours QB égale à 0. Maintenant, si on met le conducteur B à la Terre, si on met le conducteur B à la Terre, les charges positives vont migrer à la Terre. Il y aura un déplacement de charge vers la Terre. Il restera simplement les charges positives de A en face des charges négatives de B. Le potentiel du conducteur B va être égal à 0, du moment que le conducteur B va former un seul conducteur avec la Terre. Là, il y a modification de la distribution de charge, plus il y a aussi modification de la charge du conducteur B. Maintenant, influence totale. Influence totale. On dit que deux conducteurs sont en influence totale si toutes les lignes de champ qui partent du conducteur chargé positivement arrivent sur le conducteur chargé négativement. Pour obtenir cette condition, il faut que le conducteur entoure l'autre conducteur. Prenons un conducteur chargé négativement, entouré par un conducteur chargé positivement. Toutes les lignes de champ qui partent de la charge positive vont arriver sur la charge négative. Ceci donne que QB va être égal à moins QA. C'est-à-dire que la charge négative est égale en module à la charge positive. Conclusion, sous l'influence totale, les surfaces en regard portent des charges de signes opposés, sont égales et de signes opposés, ce qu'on appelle influence totale. Exemple. Prenons un conducteur A, creux, chargé négativement. La charge vaut moins 8, 10 puissance moins 9 coulombs. Un conducteur B, chargé positivement, 5, 10 puissance moins 9 coulombs. Calculez les charges que portent A et B. Sachant maintenant que A entoure B, on a influence totale. Ça veut dire que Q intérieur va être égal à moins QB. Du moment que QB est égal à 5 10 puissance moins 9, ça veut dire que QA intérieur est égal à moins 5 10 puissance moins 9. On peut faire ce calcul avec le théorème de Gauss. Si on veut appliquer le théorème de Gauss, on choisit une surface de Gauss qui est une sphère dans le A, dans le conducteur creux. Une sphère dans le A. Donc, on va prendre une sphère à l'intérieur du conducteur A.
on calcule le flux à travers cette surface. On aura le flux est égal à l'intégrale double à travers S de Gauss du produit scalaire du champ ds. Alors, est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0, sachant qu'à l'intérieur d'un conducteur, le champ il est nul. Donc, le champ il est nul à l'intérieur d'un conducteur. Ça veut dire que le flux est égal à 0. Si le flux est égal à 0, ça veut dire que la charge intérieure à la surface de Gauss, elle est égale à 0. La charge qui est à l'intérieur de Gauss, c'est laquelle? C'est QB plus QA intérieur. Si on fait la somme, on aura Q intérieur à Gauss, c'est égal à QB plus QA intérieur. C'est égal à 0. Donc, on extrait la valeur de QA intérieur, elle va être égale à moins QB. C'est égal à moins 5 10 puissance moins 9. Calculons maintenant la charge sur la surface extérieure de A. Donc, QA extérieur. Sachant que QA est égal à QA intérieur plus QA extérieur. Donc, QA extérieur est égal à QA moins QA intérieur. On remplace QA par sa valeur, moins 8 10 puissance moins 9. On remplace QA intérieur par sa valeur qui est moins 5 10 puissance moins 9. On aura QA extérieur est égal à moins 3 10 puissance moins 9. Maintenant, si on met le conducteur A à la Terre, les charges négatives vont migrer à la Terre. Donc, QA extérieur va être égal à 0. Le potentiel de 1, V1 va être égal au potentiel de la Terre. Et c'est égal à 0. Il n'y aura aucun changement sur le conducteur B et le conducteur A, point de vue charge. Donc, on aura QA intérieur est égal à QB et c'est égal à moins 5. Donc, QA intérieur est égal à moins QB et c'est égal à moins 5 10 puissance moins 9.